Statements by ministers. The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, today I'm rising to inform the House of an extremely serious matter. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen. Stupeur au Parlement canadien. Justin Trudeau, le dirigeant d'une grande puissance occidentale, accuse publiquement le gouvernement indien d'être à l'origine d'un meurtre. Nous étions tous choqués. Le dernier dirigeant d'un pays accusé d'un tel acte sur le sol occidental, c'était Vladimir Poutine et la Russie. La victime, Hardeep Singh Nijjar, était un opposant déclaré au régime de Narendra Modi. Un leader séparatiste de la communauté sikh, installé au Canada depuis 20 ans, exécuté par 2 tueurs cagoulés en pleine journée. In a statement, India's foreign ministry denies allegations that it was involved in the killing of Hardeep Singh Nijjar, calling Canada's position absurd and motivated. Quelques semaines plus tard, c'est au tour d'un autre opposant au régime d'être ciblé aux États-Unis. Breaking news, the Justice Department has charged an Indian national in a foiled plot to assassinate a Sikh separatist in New York City. Quand une même tentative d'assassinat va cette fois viser un ressortissant américain, les États-Unis ouvrent les yeux sur un mouvement qu'ils ignoraient largement. Ce mouvement, c'est celui des nationalistes hindous. Au pouvoir en Inde depuis 10 ans, ils contrôlent le plus grand groupe paramilitaire au monde. Et désormais, ils sont en croisade. Nous sommes en état de siège. Le monde est sous la menace du terrorisme djihadiste. Ce que vient de vivre Israël, nous l'avons connu des milliers de fois depuis le XIVe siècle. Donc, nous avons entraîné notre peuple pour régler le problème. L'idéologie nationaliste hindoue adopte la violence depuis ses débuts. Et s'ils n'arrivent pas à persuader les gens, ils peuvent très vite utiliser la force. Chrétiens, musulmans, sikhs, bouddhistes, plus de 200 millions d'Indiens sont dans le viseur des extrémistes hindous. Et cette violence s'exporte désormais hors des frontières de l'Inde, au sein de la diaspora. Les réseaux nationalistes hindous opèrent aujourd'hui partout dans le monde. Ils se mêlent des élections et influencent les politiques locales de différents pays. Narendra Modi, qui veut faire de son pays une puissance incontournable, va-t-il passer du statut d'allié courtisé à celui d'allié embarrassant? Plongé au cœur d'une idéologie devenue un système d'État, dont l'ambition est de faire de la cause hindoue un enjeu planétaire. En ce début d'année, New Delhi est en liesse. La capitale indienne est parée de safran, la couleur des nationalistes hindous. Les fidèles de Narendra Modi célèbrent l'inauguration d'un temple hindou, le temple d'Ayodhya, construit sur les ruines d'une mosquée détruite il y a plus de 30 ans. Pour le Premier ministre, c'est une victoire politique, le début d'une nouvelle ère.
मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है. आने वाला समय अब सिद्धि का है. ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का. C'est fait. L'Inde est enfin devenue la terre des hindous. Ce travail fait par Modi, personne n'aurait pu le faire mieux que lui. J'ai vu le monde et je suis vieux maintenant. Et il n'y a rien de plus grand que Modi, je vous l'affirme. C'est un rêve qui est devenu réalité aujourd'hui. Les hindous se sont réveillés. Dans le pays, les hindous représentent déjà une majorité écrasante, 80% de la population. Mais pour les nationalistes, ce nouveau temple est d'abord un symbole. Le tombeau d'une Inde qu'ils rejettent, celle de la partition de 1947, laïque et pluriconfessionnelle. Si Narendra Modi incarne mieux que quiconque ce combat pour une nation hindoue, il n'en est pas l'instigateur. Comme des millions d'Indiens, il a été formé par le RSS, une organisation de défense paramilitaire née il y a près d'un siècle, à l'époque où l'Inde était encore sous domination britannique. Le RSS est une organisation née en 1925. L'idée était de créer une organisation qui mobilise les hindous en force politique. Par politique, il ne voulait pas dire électoral, mais plutôt idéologique. Ils ont été très fortement inspirés par le travail d'un certain Savarkar, qui venait d'écrire un livre intitulé Hindutva, et qui a servi à modeler toute l'idéologie sur laquelle se basent les RSS. L'idée principale du livre, c'était de dire que l'Inde est un pays pour les hindous, qu'il leur appartient. Pour les adeptes de l'Hindutva, les Indiens qui pratiquent d'autres religions sont désormais perçus comme une menace, des ennemis de l'intérieur. À partir de cette charte, eh bien, les minorités n'ont pas droit de citer. En tout cas, l'idée est qu'ils doivent être des citoyens de seconde zone. Ou bien ils prêtent entièrement allégeance à l'identité hindoue et considèrent que les symboles culturels, religieux hindous sont les symboles de la nation indienne et ils abdiquent leur spécificité culturelle, ou ils acceptent d'être des citoyens de seconde zone. L'idéologie de l'Hindutva est radicale dans ses fondements. Si l'on regarde attentivement la doctrine des RSS, leur structure organisationnelle, c'est très fortement inspiré du fascisme de Mussolini. Ensuite, ils se sont inspirés de la pensée nazie des années 30, et c'est là qu'ils ont commencé à se radicaliser encore plus. D'ailleurs, l'un des dirigeants du RSS a écrit très clairement toute l'admiration qu'il avait pour les nazis allemands, en ajoutant que ce que faisait Hitler aux Juifs devrait être fait aux minorités en Inde, surtout aux musulmans. En 1947, la fin de l'empire colonial britannique débouche sur la création de deux nouveaux États, l'Inde et son voisin, le Pakistan. Mais pour les extrémistes du RSS, la question ethnique reste centrale. Ils s'attaquent alors à l'un des artisans de cette indépendance qui milite en faveur d'une Inde multireligieuse. Ils assassinent le père de la nation, le Mahatma Gandhi. L'assassin du Mahatma Gandhi, Nathuram Godse, est membre du RSS. En réaction à cet assassinat, Jawaharlal Nehru, Premier ministre de l'Inde depuis l'indépendance de 1947, va interdire le mouvement
va mettre 20 000 militants derrière les barreaux et beaucoup d'entre eux vont devoir rentrer dans la clandestinité. C'est une traversée du désert radicale. Pour assurer leur survie, les idéologues du RSS vont changer de méthode et s'immiscer en politique. En 1980, cette mue débouche sur la naissance du BJP, le Parti des nationalistes hindous. Le BJP est l'aile politique du RSS. Mais le parti n'est arrivé au pouvoir en Inde qu'en 2014, donc environ 90 ans après la création du RSS. Et qu'a fait le RSS pendant ces 90 ans? Eh bien, entre autres choses, il s'est implanté dans la société civile, a envoyé ses membres dans les administrations, la police, l'armée, les tribunaux, les écoles. Schools, etc., etc. Ce travail d'infiltration méthodique va connaître une accélération à partir des années 90, lorsqu'une nouvelle classe sociale apparaît dans la société indienne et trouve son identité à travers le nationalisme hindou. Lorsque l'Inde a transformé son économie en économie de marché dans les années 90, la classe moyenne est rapidement devenue le groupe le plus important du pays. Et elle a voulu avoir un rôle en politique. Pour détrôner l'élite, cette classe moyenne s'est construite en parfaite opposition à eux. L'élite prônait une république indienne, séculaire et socialiste. La classe moyenne a donc commencé à se définir comme un État hindou, majoritaire et autocratique. Cette vague d'adhésion massive de la classe moyenne va renforcer la position des extrémistes hindous face à la dynastie politique des Nehru-Gandhi au pouvoir depuis l'indépendance et mener à un premier coup de force contre la tolérance religieuse. Un tournant dans l'histoire de l'Inde contemporaine. Le 6 décembre, un rassemblement est organisé à Ayodhya, une des villes saintes pour les hindous. La foule est chauffée à blanc par des membres du RSS et du BJP. La cible de leur colère est une mosquée datant du XVIe siècle, symbole d'une époque où le sous-continent indien était sous domination musulmane. Il y a une croyance très répandue dans le pays, selon laquelle il existait un temple hindou à cet endroit, qui fut détruit au XVIe siècle par les envahisseurs musulmans. Les nationalistes pensaient que tant que cette mosquée existait, elle symbolisait la domination des hindous en Inde. Ils ont organisé un rassemblement sur le site d'Ayodhya qui a dégénéré. Il existe des preuves que tout a été prémédité dans le but de passer les barricades et de la détruire. Débordant la police, 150 000 fanatiques s'attaquent au lieu de culte à coups de pelle et de pioche. La mosquée, ainsi que l'unité du pays, partent en ruine. Ce qu'on a vu ce jour-là est un tournant dans la montée en puissance du nationalisme hindou en Inde. Cette mosquée était un lieu qui n'aurait posé aucun problème aux hindous il y a quelques décennies. Pravin Togadia est un des cadres historiques du RSS, où il s'est formé avec Narendra Modi. En 1992, il fait partie des jeunes leaders fondamentalistes qui exhortent la foule à détruire la mosquée. Depuis, son aura auprès d'eux n'a jamais faibli. Quand nous avons débuté le mouvement pour cette mosquée, la société hindoue s'est manifestée et la mission a été accomplie. Aujourd'hui, je ne vous demande pas d'amener des bâtons et des armes, mais juste de prier avec moi.
Je fais partie de ceux qui ont dirigé et supporté le mouvement depuis le début. Des millions d'hindous ont participé. Par la grâce de Dieu, nous avons atteint notre objectif. C'était un mouvement pour la dignité. Vous devez comprendre ce mouvement de manière globale. C'était un mouvement pour la renaissance hindoue. Ce que l'idéologue appelle renaissance hindoue est le premier acte d'une banalisation de la violence. Les quelques arrestations pour le saccage de la mosquée déboucheront d'ailleurs sur des non-lieux, confirmant ainsi le changement de paradigme progressif dans le pays. Dix ans plus tard, en 2002, les extrémistes hindous vont franchir un cap dans la barbarie en ciblant directement la minorité musulmane pendant 3 jours d'affilée. Ce pogrom aura lieu dans l'État du Gujarat, quelques mois après l'arrivée d'un nouveau gouverneur, encore peu connu à l'époque, Narendra Modi. Le 27 février 2002, c'était une journée de fin d'hiver tranquille. Il y a eu un accrochage entre des nationalistes hindous, pleins de testostérone, agressifs, qui étaient passagers d'un train, et des musulmans qui travaillaient dans la gare. Cet accrochage a débouché sur un incendie de leur compartiment, alors que le train était en gare. 59 hindous sont morts brûlés. Et ce qui aurait dû rester un problème entre deux communautés s'est transformé en pogrom contre les musulmans. Le RSS, le BJP et ses affiliés ont entièrement cloisonné l'État et ils ont commencé à rassembler les foules. Ils ont rassemblé des camions, distribué des armes et de l'essence. Ils ont fait fuiter les listes électorales pour identifier les adresses des résidents musulmans. Puis, pendant 3 jours, avec leurs camions remplis de groupes armés et de cocktails Molotov, ils sont passés dans une douzaine de villes à travers l'État, en massacrant les hommes, les femmes et les enfants de la plus horrible des manières, en les brûlant vivants, en les violant. Au final, ils ont tué au minimum 1000 personnes, et selon de nombreuses sources, plus de 2000 personnes. On sait très bien que la police était absente, et elle ne répondait pas aux appels de détresse des gens, ou elle arrivait trop tard. Tout cela pendant plusieurs jours. Que s'est-il passé? De qui ont-ils reçu des ordres? Il y a de nombreuses preuves qui désignent Modi, le BJP et le RSS comme étant complices de cette violence. Parmi celles-ci, il y a le fait que ceux qui ont commis les massacres déambulaient en chantant haut et fort « Modi est avec nous ». À la suite de ces responsabilités présumées, Narendra Modi est banni d'entrée du territoire américain et hérite du surnom peu flatteur de boucher du Gujarat. Mais en Inde, ce massacre va lui servir de tremplin pour la dernière étape du plan des nationalistes hindous, la conquête du pouvoir. Soutenu par les idéologues du RSS, qui mobilise 6 millions de membres pendant la campagne électorale, il est porté jusqu'au plus haut sommet de l'État et devient Premier ministre.
Le Premier ministre Modi n'a jamais caché le fait qu'il a grandi dans les RSS. Il est rentré dans l'organisation dès l'âge de 8 ans et il est resté profondément influencé par leur idéologie. Donc il n'y a aucun doute à avoir concernant leur vision de ce qu'est une nation et du rôle des minorités à l'intérieur d'elle. De toute façon, le constat est simple. Il suffit de regarder les chiffres, de comparer le nombre de lynchages de musulmans entre 2014 et aujourd'hui avec ceux commis 5 ou 10 ans avant l'arrivée au pouvoir de Modi. Ces lynchages sont quasiment devenus quotidiens dans certaines provinces du pays. Dans les campagnes, des milices de jeunes extrémistes hindous font régner la terreur auprès de chauffeurs routiers musulmans, au nom de la protection de la vache sacrée. On a des infos sur des camions suspects aujourd'hui? Oui, sur l'autoroute vers Bombay. Dans la zone ouest, prévenez les autres. Une voiture arrive d'Alwar. Allez, on y va. Beaucoup d'hindous considèrent la vache comme un animal sacré. Mais ces extrémistes vont plus loin. Ils rôdent sur les routes du nord de l'Inde pour intercepter des jeunes musulmans. Ils les accusent de transport illégal de vaches vers l'abattoir. Ils les descendent de leur véhicule, les frappent à main nue ou avec des fusils et les pourchassent dans les champs. C'est une version hardcore des programmes américains sur les poursuites de police. Qu'y a-t-il dans la voiture? Il faut vérifier la voiture. Attends, c'est une vache, c'est une vache. Viens ici, donne-nous ton téléphone. Qui est le propriétaire? Garde le téléphone allumé. Je les emmène juste dans un champ. Dans un champ? Ferme-la. Il y a 2 vaches. Monsieur, je ne sais rien. Combien on te paye pour transporter les vaches? C'est un musulman, n'est-ce pas, qui t'a fait cette commande? Comment? C'est un musulman, n'est-ce pas? Monsieur, je ne sais rien. Je fais ça pour la première fois. Viens, assieds-toi dans la voiture, allons-y. Ces arrestations n'ont rien de légal, mais elles se déroulent sous les yeux de tous, violence comprise. L'impunité est telle que ces hommes documentent même leurs crimes. En Inde, ces milices compteraient plus de 300 000 hommes, dévoués au service d'une cause qu'ils considèrent comme sacrée. La protection des vaches est très importante en Inde, car il y a 5000 ans, les vaches étaient considérées comme des divinités qu'on devait adorer, et chaque foyer en possédait une. La nécessité de les protéger est née du fait qu'à l'époque de l'ère moghole, ils tuaient les vaches pour persécuter les hindous. Le nombre d'hindous décline. La religion musulmane est une bombe à retardement. Si on ne fait rien, ils vont prendre le contrôle de la nation.
Il représente déjà près d'un tiers de la population. Avant que Modi arrive au pouvoir, le gouvernement ne nous soutenait pas. Maintenant, si. Nous pouvons nous dédier complètement à cette cause. L'administration nous suit à 100%. Ce soutien de l'administration se traduit aussi par la création d'une nouvelle loi sur la citoyenneté qui exclut désormais la communauté musulmane du processus de naturalisation. Un changement de ton radical qui touche aussi d'autres minorités. Michael Williams est une des figures les plus importantes de la communauté chrétienne en Inde. Aujourd'hui, il assiste impuissant au basculement de son pays. Aujourd'hui, dans l'Inde rurale, un directeur d'école catholique a peur de parler du paradis et de l'enfer, parce que dans beaucoup d'États, il est spécifié que l'usage de ces termes peut mener à votre arrestation. On voit même de nouvelles tendances. Par exemple, une famille chrétienne célèbre un anniversaire et les voisins viennent et les accusent de vouloir convertir leurs amis car ils chantent « Joyeux anniversaire ». C'est arrivé. 3 personnes ont été arrêtées. Ce maillage répressif mis en place par le régime s'accompagne d'attaques au sein même des églises. Ces 10 dernières années, nous avons connu une explosion des crimes haineux contre les chrétiens. C'est la période la plus violente que l'on ait connue. Nous ne savons pas comment stopper cela, car il n'y a aucun signe du parti au pouvoir, du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, qui exprime une quelconque notion de désaccord avec cette violence contre les minorités. अभी कुछ देर पहले हमारे चर्च में तोड़फोड़ हुई है। आरएसएस और बजरंग दल के लगभग 25-30 लोग यहाँ पर आए और हम शांतिपूर्वक सत्संग कर रहे थे और हमें आकर कुछ बात नहीं पूछी, तुरंत वो मारने लगे, पीटने लगे। Depuis l'attaque contre son église, le pasteur Bhatti n'est plus que l'ombre de lui-même. En quittant les lieux, les extrémistes lui ont promis une mort certaine, mais la police refuse de le protéger. Son église ne regroupe plus qu'une poignée de fidèles qui prient la peur au ventre. Dieu, je sais que tu es avec nous. Nos prières sont pour toi. Cet incident a laissé notre communauté sous le choc et pleine de crainte, car nous avons tous des familles. De plus, il semble qu'il n'y ait aucune conséquence pour les auteurs de l'attaque. Ils peuvent recommencer quand cela leur chante. L'un d'entre eux m'a dit que la Constitution nous interdisait désormais de prier dans une église, que cela avait changé. Il chantait « Gloire à Ram ». Mais Ram n'a jamais enseigné la violence. Pourtant, ces gens invoquaient son nom en nous frappant. Comment le justifier ? Destruction de lieux de culte, loi discriminatoire, arrestation arbitraire. La mécanique du régime de Modi est implacable. Et son empreinte idéologique se diffuse désormais dans les fondations mêmes de la société indienne.
L'une des techniques du gouvernement pour imposer l'idéologie de l'Hindutva, c'est d'interférer dans le système éducatif. Ils changent les textes des livres qui sont donnés aux étudiants, particulièrement aux plus jeunes. Mais ils interviennent aussi sur les cours qui sont dispensés aux étudiants d'université. Il y a une volonté du gouvernement de centraliser l'enseignement et de le garder sous contrôle. Réécriture de l'histoire d'un côté, désinformation de l'autre. En Inde, l'armée digitale des nationalistes hindous frôlerait le million d'employés. L'Inde aujourd'hui est à un moment de son histoire où toutes les chaînes de télévision appartiennent au pouvoir. Mais au cours de mes enquêtes avec le Washington Post, j'ai découvert que le Parti des nationalistes hindous travaillait de très près avec une officine clandestine. Ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre pour créer du contenu pour les réseaux extrêmement clivants. À l'époque des élections de 2019, un des dirigeants du BJP, Amir Shah, actuellement ministre de l'Intérieur, a déclaré qu'il gérait un groupe de 3 millions de personnes sur WhatsApp. Leur présence était si forte sur ce réseau social qu'ils pouvaient faire circuler n'importe quel message, positif ou négatif, vrai ou faux, et le rendre viral. Tout ce travail fait partie d'une guerre de l'information. Cette guerre de l'information, les extrémistes hindous ont décidé de la mener également en dehors de leur territoire, au cœur même des modèles de société qu'ils rejettent. J'étais journaliste comme n'importe quel journaliste dans le monde. J'écrivais des articles critiques sur le régime, je couvrais des histoires sur les droits de l'homme et les affaires politiques, et pour le gouvernement, c'était quelque chose d'inacceptable. J'étais chez moi quand des types des services de sécurité sont venus m'interroger 3 jours de suite sur mon travail, mon passé. Ce harcèlement, ces intimidations ont continué par la suite. Donc, je n'avais plus le choix. Soit je continuais et finissais en prison, soit je partais du pays pour travailler librement. Voilà pourquoi je suis ici aux États-Unis. Vous m'entendez? Super. Je vais vous montrer une vidéo. Je l'ai trouvée hier soir. C'est un discours haineux qui a eu lieu lors d'un meeting. Vous me direz ce que vous en pensez. Rakib Naik est journaliste depuis 10 ans. Il est aujourd'hui à la tête du seul site internet qui documente, preuve à l'appui, les abus du régime de Modi. Installé aux États-Unis dans le plus grand secret, il pensait pouvoir travailler sereinement, mais ses ennemis n'ont pas mis longtemps à retrouver sa trace. J'ai reçu de nombreuses menaces de mort sur mes réseaux sociaux. Un des messages sur Facebook me disait d'être prudent quand je traverse la route aux États-Unis, de bien faire attention aux voitures. Ces menaces d'assassinat sont bien réelles. Vous ne savez jamais à quoi vous attendre. Vous pouvez marcher dans la rue et quelqu'un arrive, vous pointe une arme sur la tête et vous descend. En tentant de comprendre comment il avait été repéré, Rakib s'est confronté à une amère réalité. La présence de réseaux nationalistes hindous, non officiels,
implantées sur le sol américain. Aux États-Unis, l'extrême droite hindoue a créé une infrastructure similaire à celle qu'elle a en Inde. Beaucoup de ces groupes, si vous regardez leur site internet ou leurs déclarations fiscales, se présentent comme des entités innocentes. Des associations caritatives qui lèvent des fonds pour l'éducation d'enfants pauvres en Inde. Mais en réalité, tout cela est une couverture. Leur seul but est de promouvoir les idées nationalistes hindoues. Et pour arriver à leur fin, ces réseaux n'hésitent pas à s'attaquer aux intellectuels américains. En particulier, les professeurs d'université. Continue à aimer les musulmans et nous continuerons à aimer Hitler, sale juif stupide. C'est un avertissement. Si tu continues avec ton idéologie, alors tes jours sont comptés. Qui fait de la publicité à cette salope qui crache sur l'hindouisme? Je prie pour que tu ne vois pas le prochain lever de soleil. Audrey Truschke est spécialiste de l'histoire médiévale d'Asie du Sud. Ce qui lui a valu ce torrent de haine, ce sont ses travaux sur l'Empire moghol, une période noire pour les suprémacistes, car elle marque l'apogée de l'expansion musulmane en Inde. It's interesting that you people from the United States, when you have so much muck behind your back, from the wiping out of the entire race of Native Americans, and this is, can a genocidal, descendant of a genocidal people sit as a judge? Is that moral or fair? Yes, that nation stands on the dead bodies of Native Americans. What right does she have to come here and poke her nose into our history? Les nationalistes hindous m'attaquent de manière si violente pour ce que je dis et pour l'autorité que je représente. Ils n'aiment pas ce que je dis parce que j'humanise les Indiens musulmans du passé et du présent. Je suis historienne, spécialiste de l'Empire moghol. Donc je parle des rois musulmans en Inde et de leur communauté. Et c'est une approche neutre qui ne vise pas à les diaboliser ou les condamner, ce qui est exactement ce que les nationalistes hindous voudraient que nous fassions. En 2019, pour la première fois, un homme armé m'a accompagné pour donner une conférence dans mon pays. Mon histoire est loin d'être un cas isolé. Si vous vouliez faire une liste des universitaires ciblés par les nationalistes hindous aux États-Unis, elle comporterait des dizaines de noms, probablement plus d'une centaine. Dans la nébuleuse d'associations proches du régime visant les universités, une en particulier se détache. La plus puissante de toutes, l'Hindu American Foundation. L'Hindu American Foundation prétend être un groupe de défense représentant les intérêts des hindous aux États-Unis. Mais en réalité, il répète mécaniquement les éléments de langage du gouvernement indien pour blanchir leurs abus des droits de l'homme ou les violences religieuses. Ils sont très puissants, car ils ont de l'argent, des moyens et une communauté qui les soutient et monte au créneau dès que l'on critique le nationalisme hindou aux États-Unis. Une conférence a provoqué la colère de la Fondation. Elle portait sur la montée du nationalisme hindou et ses réseaux à l'étranger. À coups de menaces et d'intimidation, la plupart des participants ont été réduits au silence. Derrière ce coup d'éclat, plane l'ombre de la présidente, Suhag Shukla, avocate de formation, la voix des nationalistes hindous aux États-Unis. Ce que nous observons depuis quelques années, c'est de l'activisme déguisé en recherche universitaire. Pour nous, cette conférence était discriminatoire envers les étudiants hindous aux États-Unis. Donc nous avons porté plainte. Quand cette conférence a été annoncée, elle avait le logo de 60 grandes universités, comme Columbia,
l'Université de Pennsylvanie, Yale ou Harvard. Nous avons lancé une campagne pour demander aux présidents d'université si leur logo signifiait qu'ils soutenaient cette conférence. En 48 heures, nous leur avons envoyé des millions de messages. Et en 48 heures, tous les logos ont disparu. Le poison du fondamentalisme hindou n'agit pas seulement sur la liberté de parole dans les campus américains. Ses ramifications s'étendent sur tous les continents. Le RSS compte des filiales dans plus de 150 pays. Et dans certaines villes européennes, les fondamentalistes sèment discorde et violence entre les communautés. À l'été 2022, Leicester, longtemps ville laboratoire de la mixité culturelle et ethnique anglaise, s'est transformé en champ de bataille à ciel ouvert. Riaz Khan est éducateur social depuis 20 ans. Jamais il n'aurait pensé assister à des scènes aussi violentes dans les rues de son enfance. Un samedi après-midi, j'ai reçu une vidéo sur mon téléphone où l'on voyait 250 types hurler rame et grand dans la rue de Green Lane. C'est un quartier où habitent beaucoup d'hindous et de musulmans. Ces jeunes étaient masqués et portaient des armes. Ils ont attaqué des gens dans la rue. Plusieurs musulmans ont été passés à tabac, un sikh également. Je n'avais jamais vu de gang d'hindous de ce genre, car d'habitude, ils sont très tranquilles. Vous ne pouvez pas importer votre idéologie dans un pays multiculturel. Vous ne pouvez pas l'imposer. C'est la même chose pour les extrémistes musulmans. Ils ne peuvent pas venir et dire « on veut la charia ». Ces gars ont voulu faire cela à Leicester, alors que depuis 50 ou 60 ans, tout allait bien entre musulmans et hindous. Il n'y avait aucun problème, car ils viennent tous de la même région. Depuis que ces gars sont arrivés, on sent une énorme fracture. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la branche étrangère du RSS a des bureaux dans des villes comme Leicester depuis les années 60. Et ils ont envenimé les choses en important leur idéologie ici. Et puis, la grande différence entre les États-Unis, par exemple, et l'Angleterre, c'est qu'ici, nous avons des communautés qui font partie de la classe ouvrière. Donc leur idée, c'est qu'il est plus facile de créer de la violence dans les rues. C'est cette stratégie qu'ils ont choisie et ils essayent désormais de l'imposer dans d'autres villes, comme ils l'ont fait à Leicester. Cette stratégie du chaos a laissé des traces. Une méfiance venimeuse s'est installée entre la communauté hindoue et musulmane de la ville. Une méfiance renforcée par les déclarations publiques de certains députés britanniques, calquant leur discours sur la ligne rhétorique du parti nationaliste hindou. Il y a un concept en hindi, Hindu Katre Mehe, qui signifie les hindous sont en danger. Et ça se diffuse partout. Même si l'Inde est un pays avec une majorité hindoue, les hindous sont quand même en danger. Ce concept, ils veulent l'importer ici aussi. Bien évidemment, parce qu'après, il n'est plus possible de critiquer l'Inde sans que cela passe pour de l'hindouphobie. Des gens comme Bob Blackman sont très utiles pour eux. Blackman, thank you, Mr. Speaker, Madam Deputy Speaker, and I join in condemning
the violent attacks made on Hindu temples in Leicester and Smethwick only just last night. The Hindu community in this country are seriously concerned about their safety. So could my right honourable friend arrange for an urgent statement to be made by the new Home Secretary on what arrangements are going to be made to make sure that our Hindu friends and neighbours are able to celebrate their religion in peace and harmony as they've always done. Bob Blackman est député du Parti conservateur, élu d'une circonscription du Grand Londres depuis 13 ans. Son électorat est composé à plus d'un tiers d'hindous originaires de l'État du Gujarat. Le parlementaire est proche des réseaux du RSS et du Premier ministre Narendra Modi. J'ai été à des réunions du RSS en Inde. J'ai rencontré leurs dirigeants. Et ce qu'ils veulent, c'est que les gens soient plus en forme, mentalement et physiquement. Et c'est d'ailleurs pour cela que Narendra Modi, qui a grandi dans le mouvement, est si discipliné. Il n'y a rien de mal à cela. Du moment qu'on n'exclut pas les autres. Et je pense que personne n'est exclu. D'ailleurs, si c'était si terrible de vivre en Inde, pourquoi les musulmans ne sont-ils pas partis dans un pays musulman? Le discours de Bob Blackman n'est pas un cas isolé dans la classe politique anglaise. L'ancienne ministre de l'Intérieur, Priti Patel, a elle aussi exprimé son soutien public aux fondamentalistes du RSS. Le secrétaire général du RSS joue un rôle très important en fournissant une orientation idéologique et politique. C'est un honneur qu'il vienne en Angleterre pour parler du RSS. Au-delà de la politique locale, la guerre d'influence menée par l'Inde s'est aussi invitée dans les couloirs des plus grandes institutions européennes. En décembre 2020, une ONG spécialisée dans la désinformation révèle l'utilisation de députés européens pour appuyer la propagande nationaliste du régime. Le recours à des membres du Parlement européen a servi de caution institutionnelle pour défendre des intérêts indiens. Ces députés étaient souvent présentés comme faisant partie d'une délégation officielle de l'Union européenne alors que ce n'était pas le cas. Parmi ces agents d'influence, le député du Rassemblement national, Thierry Mariani. Il a notamment participé à un voyage de soutien du régime au Cachemire, une région que l'Inde dispute à son voisin musulman, le Pakistan. Pourquoi notre formation politique regarde Modi avec les yeux de chimène? D'abord parce que on voit qu'il combat clairement l'islamisme. Et donc forcément, quand votre ennemi principal, c'est le Pakistan, qui est un État qui se réclame de l'islam, voilà, on ne peut pas reprocher à notre État de se réclamer de l'hindouisme. Donc moi j'ai le droit d'être un agent d'influence au service d'autres idées. En l'occurrence, je pense que l'intérêt de la France aujourd'hui, c'est d'avoir de bons rapports avec l'Inde. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut soutenir ce gouvernement. Quand M. Macron est dans une visite d'État aux côtés de Modi, vous pensez que le soutien qu'il apporte au régime de Modi n'est pas bien plus important que 10 malheureux députés européens d'opposition qui vont dans les montagnes du Cachemire? C'est la réalité des relations internationales. Pourquoi le monde permet la persécution de certaines minorités en Inde? L'ignorent-ils ou protègent-ils leur business? Ce sont des questions qu'il faut se poser.
À un moment où les États-Unis et le Royaume-Uni font tout ce qu'ils peuvent pour contenir la Chine, l'Inde du Premier ministre Modi est perçue comme un allié crucial. Ils peuvent se sentir mal à l'aise vis-à-vis de M. Modi, mais en fait, ils considèrent que cette relation prime sur leurs inquiétudes concernant l'éloignement du pays des valeurs libérales et démocratiques. Dans un monde où les alliances se réorganisent, la puissance d'arbitrage indienne est de plus en plus convoitée. Mais y a-t-il des limites à cette réelle politique? Les ingérences des nationalistes hindous en Occident sont-elles la ligne rouge à ne pas franchir? Pourquoi Justin Trudeau a réagi de manière aussi forte? Bien sûr parce qu'ils avaient ciblé un citoyen canadien sur le sol canadien, mais je pense qu'il a également très bien compris qu'il s'agissait d'un galop d'essai pour les nationalistes au pouvoir, et que s'ils s'en sortaient sans encombre, ils allaient recommencer encore et encore. Que signifie pour le monde d'avoir une Inde qui se transforme en nation fasciste et toxique? On en parle peu, mais le pays a des ambitions d'expansion territoriale. Les partisans de l'Hindutva veulent retrouver un âge d'or et considèrent que l'Inde englobe toute l'Asie du Sud, de l'Afghanistan au Pakistan, au Népal, en passant par la Birmanie et même l'Indonésie. Et c'est quelque chose qui, à l'échelle régionale, est terrifiant, car potentiellement, cela peut déboucher sur une guerre de haute intensité. Mais pour nous aussi en Occident, cela a des conséquences énormes, car la plus grande démocratie du monde ne l'est peut-être plus. Quel visage pour l'Inde de demain? Le pays affiche un taux de croissance record. Il est devenu un partenaire diplomatique incontournable. Mais cette réussite est ternie par une idéologie vénéneuse qui tue. À l'aube de son 3e mandat, le Premier ministre Narendra Modi est à la croisée des chemins. L'avènement d'une superpuissance, le crépuscule d'une démocratie.